Bonjour à tous, merci d'être là. On va commencer par un questionnaire. Alors, est-ce que vous pouvez lire les 4 propositions et me dire laquelle vous correspond le plus? Est-ce que vous avez un profil business? Est-ce que vous avez un profil design? Est-ce que vous avez un profil tech? Ou est-ce que, en fait, vous êtes une personne anxieuse et au fond, la véritable raison pour laquelle vous êtes là, c'est parce que vous cherchez le secret de la vie. Donc, on va commencer par faire un sondage avec un lever de main. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes plutôt A? OK. B. Un petit peu plus. C. Encore un peu plus. D. OK. Je suis déjà très étonné du taux d'honnêteté dans cette salle. Deuxième question. Est-ce que vous connaissez la distance entre la France et la Nouvelle-Zélande? Donc A, 10 000 km, B, 20 000 km, C, 40 km, et D, j'envie déjà les personnes qu'on vient d'évacuer de la salle. Alors, on va faire de nouveau un lever de main. Qui pense que la réponse est A? OK. Donc il y a une dizaine de personnes. 20 000 km B. OK, une grande majorité. C. Très bien. Et D. Eh ouais. Je suis désolé. Ça va aller de pire en pire. Donc la bonne réponse, c'est B. La circonférence de la Terre, c'est à peu près 40 000 km. Et il se trouve que la Nouvelle-Zélande, c'est à peu près le pays le plus éloigné de la France. Voilà. On peut s'arrêter là. Donc au moins, vous repartez, pour tous ceux qui ont répondu A ou C, vous repartez avec une nouvelle information. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que j'ai eu l'occasion d'aller en Nouvelle-Zélande, et donc c'est intéressant de se poser la question. Je fais un voyage dans le pays qui est le plus éloigné de la Terre, si on habite en France, et qu'est-ce que je retiens? Est-ce que je retiens le fait d'avoir fait un saut en parachute pour la première fois, d'avoir traversé le pays dans lequel a été tourné Le Seigneur des Anneaux, le fait d'avoir escaladé un glacier ou d'avoir traversé des plages incroyables? Eh bien, pas du tout. Ce que j'ai retenu, c'est un petit voyage en bateau. Mais en fait, je vais vous décevoir parce que ce que j'ai retenu, c'est les consignes de sécurité qui étaient dans ce bateau. En fait, alors à l'époque, j'ai pas pris de photos, mais je le regrette parce que il y a un détail dans ce bateau qui m'a jamais lâché depuis. Il y avait des consignes de sécurité à côté de la cabine du capitaine du bateau. Et les consignes de sécurité, elles étaient formulées comme ça. Alors il y en avait plusieurs, mais il y avait celle-là qui m'avait frappé, qui disait « Si le capitaine a disparu », et il y avait 3 instructions, « Éteignez le moteur », bouton jaune, « Décrochez le téléphone rouge, attendez les instructions ». Et en fait j'oubliais un petit détail. En fait, il y avait 4 instructions. En fait, à l'époque, j'étais obsédé par un bouquin qui s'appelle The Checklist Manifesto et qui s'intéresse précisément à comment sont construits ce type d'instructions. Il s'intéresse à comment des checklists peuvent être utiles dans le domaine de la chirurgie, dans le domaine de l'architecture ou dans le domaine de l'aviation et comment elles peuvent sauver des vies. Et donc j'avais lu ce livre et qui expliquait très précisément dans la manière dont ces consignes étaient créées. Souvent ils créaient une première version qui semblait être la meilleure, puis quand il y avait un incident, ils en profitaient pour analyser les causes de l'incident et améliorer les consignes. Et en fait, ce que j'ai réalisé, donc ça c'était réellement, en fait il y avait 4 instructions. La première instruction, je suis sûr et certain qu'elle n'était pas dans la première version de cette consigne d'instruction. Je suis sûr et certain qu'ils avaient fait une première version avec les 3 instructions du bas. Il s'est passé quelque chose et ils ont rajouté cette instruction-là. OK ? Je ne vais pas vous dire ce que c'est. Pas tout de suite en tout cas. OK ? Donc, si jamais vous vous ennuyez un petit peu pendant cette conférence, réfléchissez à cette question. Quelle est la première instruction ? OK ? Si le capitaine a disparu, on commence par faire quoi ? OK ? On va revenir là-dessus. Vous pourrez en discuter avec vos voisins. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que vous voyez le lien qu'il y a entre ces 5 organisations? Il y a un piège.
Eh bien, il n'y en a pas. Il n'y a aucun lien entre ces 5 organisations. Le seul point commun, c'est que c'est mon parcours professionnel. J'ai travaillé dans ces 5 organisations. Aujourd'hui, je suis très content d'être à Lyon, puisque c'est là où j'ai commencé, c'est là où j'ai fait mes études. J'ai travaillé en alternance dans le domaine de la communication. À cette époque-là, je travaillais à la mairie de Lyon. En particulier, on se concentrait sur les panneaux de chantier. Voilà, c'était ça notre métier, faire en sorte que les panneaux de chantier de la ville de Lyon soient aussi clairs et informatifs que possible. J'ai travaillé toujours à Lyon dans une petite agence de communication qui s'appelle Concept Image. Ensuite, j'ai travaillé à Paris à Sécurité Solaire, une association dans le domaine de la santé. J'ai rejoint PayPal, qui est plutôt une grosse entreprise. Aujourd'hui, c'est à peu près 15-20 000 salariés dans le monde entier, dans le domaine du paiement électronique. Et puis, j'ai rejoint plus récemment, il y a 4 ans, Blablacar, plus connu pour son activité de covoiturage. Très tôt dans ma carrière professionnelle, et ça s'est confirmé tout le long ensuite, il y a quelque chose qui me frappait, c'était à quel point tous les projets commençaient de la même manière. Tout était clair, tout était simple. Toujours. On avait un objectif, on avait un plan, et tout le monde était confiant. Et puis au fur et à mesure que le projet se déroulait, c'était la catastrophe. On rajoutait de la complexité de partout, chacun commençait un peu à pointer du doigt les autres, etc. Et donc ça m'a intrigué. À l'époque de la ville de Lyon, j'étais un peu passif par rapport à ça. Chez Concept Image, je commençais un peu à me demander qu'est-ce qu'on pourrait faire. Chez Sécurité Solaire, ça a commencé à vraiment m'obséder, donc j'ai commencé à chercher en ligne. C'est quoi la solution à ce problème qui revient tout le temps ? Et le fait d'évoluer dans des entreprises ou dans des organisations de nature très différente me faisait dire que c'est un problème qui n'était pas spécifique à cette organisation, ça revenait systématiquement. J'ai cherché en ligne, et en particulier dans le domaine du web et de la tech, il y a un conseil qui est toujours donné, qui est celui-là. Il est formulé de cette manière, Keep it simple stupid, parce que ça fait un acronyme, KISS en anglais, qui est plutôt facile à retenir. Et la philosophie de ce conseil-là, c'est la suivante. C'est, au départ, les choses sont simples, et puis à un moment, c'est le chaos. Et la complexité arrive. Et en fait, c'est plutôt du bon sens. Et une fois qu'on a ça en tête, la question qu'on se pose, du coup, c'est, il y a une zone dangereuse où il ne faut pas aller, et mon taf, mon rôle, si je suis obsédé par les sujets de simplicité, ça va être de systématiquement ne pas aller là-bas. Quand je vois que le projet va dans cette zone-là, cette zone de complexité, je vais tout faire pour qu'on n'y aille pas. Et donc, c'est une obsession que j'ai ramenée quand j'ai bossé chez PayPal. Et donc, j'étais vraiment obsédé par ce sujet-là. Et je réfléchissais à des méthodes qu'on pouvait mettre en place pour identifier la complexité et puis essayer de s'en éloigner. Et à l'époque, j'ai eu la chance d'avoir un mentor chez PayPal qui était intrigué par cette obsession-là et qui m'a encouragé à aller plus loin. Il m'a dit, il y a peut-être quelque chose de plus que simplement keep it simple stupid. Il y a peut-être quelque chose de plus, continue à creuser, tu es peut-être sur une intuition intéressante. Donc j'ai creusé, j'ai mis en place encore d'autres choses, etc. Et en fait, aujourd'hui, je suis profondément convaincu que non seulement c'est pas la bonne approche, mais en fait, je suis convaincu que c'est même peut-être la source du problème. Revenons une seconde à notre bateau, parce qu'en fait, c'est exactement le même problème. Alors j'ai senti qu'il y avait des esprits brillants dans la salle, vraiment blague à part, qui est prêt à tenter une suggestion de quelle pourrait être cette première instruction. Et je vous ai donné un nouvel indice, il y a un lien avec le sujet de simplicité et de complexité. Alors, qui veut tenter ? Oui ? Ne pas paniquer. Ça me paraît intéressant. C'est pas la bonne réponse, mais pourquoi pas ? Oui ? Chercher le capitaine. Ok, c'est pas la bonne réponse non plus. Non, mais c'est que des bonnes suggestions. Oui ? Pardon ? Ah, c'est que c'est vous le capitaine. Non. J'aime beaucoup cette suggestion aussi. Oui ? Y a-t-il un second ? Très bien, c'est pas la bonne réponse. Eh bien, je vais vous surprendre. Ah, une dernière suggestion. Restez dans le bateau. Écoutez, c'est pas la bonne réponse, mais je pense que je vais en parler aux auteurs de cette ligne d'instruction parce que je pense qu'il y a beaucoup de bonnes idées. En fait, de manière très très surprenante, et je vous assure que c'est vrai, j'aimerais avoir la photo pour le prouver, la première instruction, qui donc visiblement, à mon avis, n'était pas dans la première version, c'est celle-là. Et là, je vous laisse imaginer qu'est-ce qui a pu se passer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce bateau pour qu'ils aient besoin de rajouter ça ? Et en fait, il y a plein d'explications possibles. Peut-être que quelqu'un s'est dit, le capitaine n'est pas là, mais c'est pas moi le capitaine.
je ne peux pas toucher à ça. C'est la cabine du capitaine. En fait, honnêtement, depuis le temps, j'ai réfléchi à énormément de scénarios qui peuvent justifier ça. Mais je pense que c'est un excellent conseil dans la vie, en général. Accepter la situation. Donc, de quoi on parle? En fait, le problème avec cette approche-là, les choses sont simples, puis elles deviennent compliquées, ça, c'est l'état d'esprit de quelqu'un qui n'a pas accepté la situation. Okay? Donc, pour les personnes qui ont répondu D à la première question de cette conférence, à savoir, vous êtes ici parce que vous cherchez le secret de la vie, le voilà. C'est maintenant, après vous pouvez sortir. La réalité, elle est complexe. À chaque fois qu'on commence un projet en se disant « non, mais les choses sont à peu près claires », on est en train d'ignorer cette vérité-là et on n'a pas accepté la situation, que le point de départ, il est complexe. En fait, je crois que la bonne représentation d'un projet, c'est qu'au départ, il est extrêmement complexe. Peut-être que vous ne le savez pas encore complètement, mais le projet à venir va vous le faire découvrir. Et que votre rôle, c'est de l'amener vers la simplicité. Le hasard a fait que hier soir, j'étais au cinéma, j'ai vu un film qui s'appelle La Belle Époque. Et dans cette phrase, il y a une psychiatre qui dit à sa patiente « Votre rôle n'est pas de simplifier les choses, mais d'accepter leur complexité. » Alors je suis complètement en désaccord avec la première partie et complètement en accord avec la première partie. Je pense que votre rôle, toutes les personnes qui sont dans la salle, votre rôle, c'est de simplifier les choses. Et pour ça, il faut que vous acceptiez leur complexité. Et donc c'est de ça dont on va parler, en fait, parce que je crois que la complexité, ce n'est pas une zone à éviter, c'est votre champ de bataille. C'est là où vous devez travailler. Si vous souhaitez que les choses soient simples, c'est sûr et certain qu'il y a quelque chose dans votre projet, dans votre environnement, sur lequel vous pouvez avoir un impact et amener de la simplicité. La simplicité, elle ne sort pas naturellement. La réalité est complexe, vous pouvez aider à la simplifier. Et donc, ce dont je vais parler, c'est d'armes de réduction massive. Pourquoi est-ce que j'utilise un vocabulaire guerrier? C'est précisément parce que je crois que c'est un combat, je crois que c'est difficile. Je ne crois pas que c'est quelque chose qui vient naturellement. Donc c'est évidemment provocateur, mais ceci dit, c'est une bonne illustration de à quel point c'est extrêmement difficile d'aller vers la simplicité. Et en fait, c'est tellement difficile, tellement fatigant, tellement épuisant, qu'il me semble important de réfléchir à cette bataille de la manière la plus ambitieuse possible. Et je ne pense pas qu'on peut combattre la complexité un petit bout à la fois. Au contraire, il faut essayer d'enlever des pans de complexité en dehors de votre équation le plus rapidement possible. Si vous essayez d'enlever les petits bouts les uns après les autres, vous allez vous épuiser. La réalité est complexe, elle va en permanence vous assaillir et vous n'allez pas y arriver. Donc les techniques que je vous propose, c'est 3 techniques différentes qui ont exactement la même philosophie. Elles visent à accepter que la situation est complexe et essayer d'apporter de la simplicité. Les exemples dont je vais parler, je vais toujours parler de Blablacar. C'est pas forcément que ça s'applique particulièrement à Blablacar, c'est juste que ça va permettre de donner un peu de cohérence à la suite des exemples. Et puis que, en fait, c'est aussi les exemples les plus récents que j'ai en tête, mais il y en a certains que j'avais déjà commencé à mettre en œuvre chez Vepal. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup d'exemples de personnes qui travaillent dans d'autres types d'organisations qui les appliquent avec succès. Donc je vais vous donner 3 situations potentiellement à risque, à haut risque de complexité, et en retour, 3 armes de réduction massive. Donc par exemple, vous êtes en train de planifier, dans notre cas chez Blablacar, ce qu'on va appeler la roadmap de l'an prochain, donc quelles sont les améliorations produits qu'on va apporter l'an prochain. Dans ce cas-là, on va appliquer un focus fanatique. On va expliquer en une seconde après ce que c'est. Autre exemple, peut-être cette fois qu'on est plus dans le détail d'un projet, vous êtes en train de concevoir un écran, il y a une technique qu'on met en œuvre très souvent, qu'on appelle des revues de simplification. Pareil, extrêmement efficace pour éliminer beaucoup de complexité. Et le dernier exemple que je vais prendre, c'est que faire en cas de retour utilisateur face à une solution que vous avez déjà proposée. Là aussi, on va appliquer une autre technique qu'on appelle le test d'absence. J'insiste sur un point, ces 3 techniques, j'y crois complètement, mais en fait, il y en a plein d'autres. Il y en a peut-être plein que vous pouvez vous-même inventer. Le concept fondateur, c'est d'accepter que la complexité, elle est présente, et c'est ça que vous essayez de combattre. Donc on va commencer par le focus fanatique. Là, je vais citer Warren Buffett. Warren Buffett, c'est un des plus grands investisseurs qui existent aujourd'hui. Et
Il est connu, et j'avoue que là l'exemple, enfin l'histoire que j'ai entendue, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, c'est un exemple qui met en évidence une méthode qu'on appelle la méthode de priorisation à deux listes. Okay. La méthode de priorisation à deux listes, elle est intervenue quand quelqu'un est venu demander à Warren Buffett conseil. La personne en question avait trop de choses à faire, avait trop d'objectifs, trop de priorités, et donc demandait conseil à Warren Buffett, comment est-ce que je fais pour adresser cette situation ? Et le conseil de Warren Buffett était assez simple. Il disait, la première chose que vous pouvez commencer à faire, c'est lister tous les grands objectifs que vous avez, soit pour vous-même, soit pour votre entreprise. Très bien. Donc là, en l'occurrence, on va imaginer qu'il y a 10 objectifs qui ont été définis par cette personne-là. La seconde instruction de Warren Buffett, c'était, très bien, maintenant donc, dans cette liste de 10 objectifs, c'est quoi les 3 les plus importants? Les 3 que vous voulez absolument accomplir. Donc la personne, elle s'exécute et elle identifie 3 objectifs. 3 parmi cette liste-là. Donc maintenant, on a 2 listes. On a une liste avec les 3 qui ont été identifiés et une liste avec tous les autres. Okay, sachant que c'est que des sujets importants. Là-dedans, la personne avait déjà fait une première sélection puisque c'était les 10 sujets les plus importants. On va donner des noms à cette liste, nous explique Warren Buffett. Mettons que c'est le cas d'une entreprise comme Blablacar, on va dire, voilà, ça c'est nos priorités d'entreprise. Donc on va communiquer à toute l'entreprise, voilà, c'est ça nos 3 priorités sur lesquelles on va travailler. Comment est-ce qu'on appelle la deuxième liste? La liste des sujets qui sont très importants, mais juste qui n'étaient pas dans le top 3. La poubelle. Mais c'est pas complètement loin du conseil de Warren Buffett. Le conseil de Warren Buffett, c'est presque pire que ça. C'est les choses à éviter à tout prix. C'est vraiment contre-intuitif ce conseil parce que moi, spontanément, j'aurais dit, ça c'est les priorités secondaires. Mais en fait, si vous ne mettez pas des frontières aux choses sur lesquelles, à un instant T, vous décidez de consacrer du temps, le risque, c'est que les 3 premières priorités, elles passent complètement à la trappe, ou en tout cas que votre capacité à réduire la complexité de ces sujets-là soit beaucoup plus faible, parce que vous allez être en permanence empêché par les distractions que constituent les autres priorités. Je prends l'exemple de Blablacar. Donc ça date de l'année 2018. 2017. En 2017, on avait défini 3 priorités. C'est un peu du jargon de Blablacar et c'est pas spécialement fait d'habitude pour être partagé au grand public, donc je vais vous l'expliquer en une seconde. On avait 3 objectifs. Ce qu'on appelle point à point, c'était le fait de permettre au covoiturage de déposer les gens le plus près de chez eux. Et donc on avait tout un algorithme qu'il fallait réinventer pour faire en sorte que les conducteurs et les passagers trouvent un meilleur moyen d'arriver d'un point à un point B, plutôt que de forcément toujours se donner des rendez-vous dans les centres-villes, etc. Le deuxième sujet prioritaire, qu'on appelle multipass, c'était tout simplement de changer le modèle de monétisation dans des marchés comme la Russie ou l'Ukraine, où Blablacar est très très populaire. Le troisième, qu'on appelle pro, c'était l'idée de se dire peut-être que le covoiturage, c'est d'autant plus intéressant qu'on l'associe à une flotte de bus professionnels. Ça a conduit quelques mois plus tard au rachat de Ouibus qui a eu lieu l'année dernière. Donc ça, c'était nos 3 priorités. Dans la liste des sujets à éviter à tout prix, j'en ai mis un en avant, mais honnêtement, j'aurais pu passer du temps sur chacun d'entre eux. Il n'y avait que des sujets qui nous faisaient mal au cœur de mettre dans cette liste-là. Je prends l'exemple de la confiance. Le covoiturage n'existe que parce qu'il y a des individus qui ne se connaissent pas, qui décident de se faire confiance grâce à Blablacar. De mettre dans cette colonne-là le sujet de la confiance dans lequel on est certain qu'il y a énormément de choses qu'on pourrait encore améliorer, c'est un crève-cœur pour tout le monde. Mais pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça? Pendant un temps donné en tout cas, puisque c'est un sujet qui est en train de revenir sur la table dans certains marchés de Blablacar. Parce qu'on était sûr et certain que si on ne se concentre pas sur les 3 premiers, le risque c'est qu'on va faire un petit peu de tout très mal. Et donc on a décidé au contraire de faire quelque chose très très bien. Et d'ailleurs, il y a certains des sujets qui étaient des priorités, qui vont moins être des priorités parce qu'on aura fait énormément de progrès. En fait, il y a un mot qui a émergé à cette époque-là, énormément en Blablacar, c'est simplement le fait de dire non. Et ça, c'est quelque chose dans l'éducation qu'on reçoit, où je pense que c'est une réponse qu'on a beaucoup de mal à donner. Et donc, moi, je vous propose une alternative que j'ai développée avec le temps, précisément quand on a mis en place un niveau de priorité beaucoup plus clair que par le passé, qui peut être un peu déstabilisant. La réponse que je donne, c'est
Si par exemple quelqu'un me vient en me disant mais il faudrait qu'on travaille sur les sujets de confiance, ma réponse ça va être toujours celle-là. Ça va être oui, c'est important. Je suis d'accord avec toi, c'est important. Mais ce n'est pas le sujet sur lequel on a décidé de se concentrer pour l'instant. Et j'insiste sur ce détail de communication parce que je crois que ce n'est pas un détail. Je crois que c'est très difficile collectivement de faire des décisions aussi tranchées que celles que je recommande. Et donc il faut essayer d'emmener tout le monde avec soi et essayer d'expliquer que les choses qu'on met de côté, on n'est pas en train de dire qu'elles ne sont pas importantes. On est juste en train de dire c'est un bout de complexité qu'on va ignorer pour l'instant. On y reviendra peut-être plus tard. Si vous voulez un peu évaluer où se situe votre organisation sur ce sujet-là, c'est intéressant de réfléchir à cette grille-là. Le niveau 0, c'est quand vous n'avez aucune priorité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune notion de priorité, on bosse sur tous les projets comme ils viennent. Le niveau 1, c'est quand des priorités ont été clairement établies. C'est-à-dire que si je demande, j'en sais rien moi, au PDG de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, au responsable le plus élevé, il est capable de me dire c'est ça les priorités. Le niveau 2, c'est quand effectivement ça a été défini et tout le monde les connaît. Je rigole, mais ça arrive très souvent qu'en fait le niveau de communication soit trop faible. En fait, je dirais presque que tout le monde les connaît par cœur. Il faudrait même que tout le monde se les connaisse par cœur et qu'il n'y ait pas deux personnes qui aient une réponse différente. Ça arrive aussi en fait. Il y a différents types de priorités. Le niveau 3, c'est que tout le monde connaît ses priorités par cœur et que personne ne travaille sur autre chose. Ça revient à la liste à éviter à tout prix. Si en fait on dit oui, ça c'est prioritaire, mais il y a plein d'autres sujets sur lesquels on travaille, ça n'a aucun sens de définir des priorités. Et l'objectif, il n'est pas de juger où les organisations se situent. La question que vous pouvez vous poser, c'est comment est-ce que je pourrais passer au niveau du dessus. Simplement ça. Si vous êtes au niveau 0, peut-être que là où vous pouvez contribuer, c'est d'essayer de passer au niveau 1 et de suggérer des priorités. Peut-être que si vous êtes au niveau 1, vous voulez s'assurer que ces communiqués qui ont été clairement définis, tout le monde les connaisse, etc., etc. Tout à l'heure, on pourra faire une session de questions-réponses plus longuement dans une autre salle. Si vous êtes intéressé, je vous parlerai du niveau 4. Voilà, c'était le teaser pour la session d'après. On va passer à un deuxième sujet qu'on appelle la revue de simplification. Donc, je vais prendre un écran qui était l'écran de l'application de Blablacar il y a quelques temps. En tout cas, à l'époque où je travaillais chez Blablacar, quand je suis arrivé chez Blablacar, c'était l'écran de l'application qui était celui qui affiche les résultats d'une requête. Donc là, en l'occurrence, c'est en Angleterre. Quelqu'un souhaite d'aller de Londres à Manchester demain, et on affichait des résultats, et puis évidemment, on pouvait faire défiler les résultats. Francis Blanche, qui est un humoriste qui est décédé, donnait cette définition d'un chameau. Un chameau, c'est un cheval dessiné par une commission d'experts. Je vous laisse observer l'apparence des deux, et ça donne un peu une idée de, effectivement, peut-être que quand il y a trop de personnes dans la pièce, parfois on aboutit à des décisions qui semblent un petit peu farfelues. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce que, avec le temps, j'ai identifié 5 manières de simplifier un écran. Et pour le rendre mémorable, pour rendre mémorable ces 5 techniques, je les ai associées à un acronyme, qui est l'acronyme de cheval en anglais, HORSE. Donc en gros, ces 5 techniques, qu'ensuite on va regarder en français, elles vont être traduites dans un instant, c'est le fait de hide, donc ça veut dire cacher, le fait d'organiser, le fait de réduire, le fait de standardiser ou d'éliminer. Okay, et on va donner des exemples très concrets appliqués à l'écran qu'on vient de voir. Donc voilà, les 5. Là, ça fait Corse, c'est une autre métaphore que je ne vais pas utiliser maintenant. Donc prenons les écrans, cet écran-là, et appliquons toutes les techniques dont je parle. Tout en haut, on a la messagerie de Blablacar. Cette messagerie, sur cet écran-là, elle ne sert strictement à rien. Pourquoi ? Je suis en train de chercher à réserver un voyage, de savoir qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, ne met d'aucune valeur. La probabilité, en fait, c'est que j'ai d'ailleurs aucun message, puisque ce message-là, il va arriver quand j'aurai réservé. Ça peut arriver effectivement qu'il y ait des personnes qui réservent un voyage alors qu'ils en ont un de prévu, mais c'est plutôt un cas un peu exceptionnel. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va cacher. Cacher, ça veut dire que c'est toujours présent, c'est juste que ce n'est pas visible ou disponible exactement sur cet écran-là. Ensuite, un peu plus bas, on a un bouton qui nous dit qu'on peut créer ce qu'on appelle une alerte. Une alerte, c'est pour me prévenir si jamais il y a des nouveaux trajets
qui vont être postés. Ça, c'est intéressant. Si par exemple, je veux réserver beaucoup en avance, il n'y a pas beaucoup de conducteurs qui ont proposé de trajet, j'aimerais bien qu'on me contacte ou qu'on m'envoie des listes de projets qui correspondent à Londres et Manchester plus tard s'ils sont publiés. Mais en fait, ça aussi, c'est intéressant parce que ça, c'est une option qui peut m'intéresser une fois que j'ai un peu commencé à regarder les résultats. De me parler de ça en premier, ça n'a aucun sens. D'abord, je vais regarder les résultats, et puis si ces résultats ne me conviennent pas, peut-être que je vais envisager cette option-là. Donc c'est quelque chose qu'on peut organiser différemment. Peut-être qu'on pourrait le mettre en bas des résultats, par exemple, pas en haut. Ensuite, on a le prix. Donc là, on voit que c'est un prix à 14 livres par siège. Par siège. En fait, c'est une évidence que c'est par siège. Mais là, on s'est dit qu'on avait absolument besoin d'insister dessus. Et donc, c'est une information, on parie sur le fait que c'est une information qui n'est pas nécessaire parce qu'on sait que 95% des réservations sur Blablacar se font pour un siège de toute manière. Donc, en fait, c'est une information qui est redondante pour la majorité des gens. Donc, celle-là, on va garder l'information de 14 livres. Simplement, on va réduire la manière dont on exprime cette information-là. Ensuite, un peu plus bas, on a différentes icônes. Si vous êtes familier de Blablacar, vous pouvez reconnaître une icône qui vous permet de savoir que ça va être un trajet, ce qu'on appelle Ladies Only, donc uniquement entre femmes. Ensuite, vous allez savoir que vous allez être que 2 personnes à l'arrière, vous n'allez pas être serré. Et ensuite, vous allez savoir que c'est un trajet en réservation automatique. C'est-à-dire que si vous réservez, le conducteur vous accepte automatiquement. Là, on a 3 icônes qu'on pourrait peut-être simplement standardiser. Elles sont de style graphique et de couleurs différentes. Ce n'est pas forcément nécessaire, on peut les standardiser. Donc là aussi, il y a la complexité qu'on peut réduire. Enfin, on a une information sur le nombre de sièges disponibles qui, en fait, ne sert à rien puisque si vous faites une recherche et qu'on vous montre des résultats où aucun siège n'est disponible, il faut en fait enlever complètement le résultat. Donc là, plutôt que d'afficher ce résultat en plus, on va carrément l'enlever. Quand on applique tout ça, et puis encore plein d'autres petites choses qui sont de l'ordre de la simplification à cet écran-là, voilà ce que ça donne. C'est le même écran qui cherche à faire la même chose, simplement on a éliminé, réduit énormément de la complexité qui était présente. La raison pour laquelle on a travaillé sur ce projet-là, et la raison pour laquelle on a fait ce travail de simplification, c'est qu'en fait on voulait rajouter des choses sur l'écran. Et moi quand je regardais l'écran de gauche, je me disais mais c'est impossible, il y a déjà trop de choses, on ne va pas y arriver. L'information qu'on voulait rajouter, elle était liée à ce dont je parlais tout à l'heure, le fait de proposer des trajets les plus proches possibles de vous. En fait, on voulait rajouter ce qu'on appelle un indicateur de proximité qui vous montrait par exemple que le premier résultat, le départ et l'arrivée étaient extrêmement proches de là où vous étiez, et puis dans le deuxième résultat, c'était un petit peu plus loin. Mais ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est à quel point ces indicateurs de proximité, si on avait essayé de les rajouter sur la version d'avant, ils étaient complètement invisibles. Sur l'écran de droite, qui a été complètement simplifié, on les voit, ils sont extrêmement visibles. Dans l'autre, peut-être que personne ne les aurait remarqués. Et donc ça, c'est vraiment l'application très concrète de cette technique de simplification. Et pour l'avoir appliquée dans des cas très très différents, vous allez voir à la fin, je vous donne des cas peut-être un peu inattendus, je pense que ça c'est quelque chose qui est universel. Ces 5 techniques dont je parle, j'y réfléchis depuis 7-8 ans peut-être. Mon humble avis, c'est qu'il n'y a pas 40 manières de simplifier les choses. Et ces 5 pistes-là, en tout cas, elles sont extrêmement utiles. Elles sont extrêmement utiles en particulier pour identifier des choses que vous n'auriez pas vues spontanément. En fait, c'est facile quand je vous le décris de comprendre le raisonnement. Mais la manière dont nous, on l'utilise, c'est Blablacar, c'est de partir des techniques et puis d'essayer de les appliquer. Tiens, est-ce qu'on pourrait cacher ça? Tiens, est-ce qu'on pourrait réduire ça? Est-ce qu'on pourrait standardiser ça? Des fois, la question, elle aboutit à rien. Et puis, il y a des fois où elle nous donne des idées qu'on n'aurait pas eues sans ça. Parce qu'en fait, la majorité du temps, quand on travaille sur un produit, on réfléchit beaucoup plus à ce qu'on voudrait ajouter qu'à ce qu'on voudrait réduire. Là, vous avez une opportunité de réduire la complexité. On va finir sur la troisième technique que j'appelle le test d'absence. Le test d'absence, il est intervenu, par exemple dans ce cas-là, quand on a eu des personnes en interne, pas des utilisateurs, plutôt des personnes en interne qui nous disaient « Mais attendez, la confiance est fondamentale pour Blablacar. La confiance, une des manières dont elle est reflétée dans le produit, c'est qu'on affiche les avis des autres utilisateurs. Donc, par exemple, Félix, il a probablement déjà voyagé sur Blablacar, il faudrait qu'on affiche ses avis. Et là, on l'a enlevé. Ils étaient présents dans la version d'avant, mais là, on a enlevé cette information-là. Combien d'avis et puis quelles notes ont été données à Félix? Ça contribue grandement
à la confiance que je vais avoir dans Félix et dans ma décision de voyager avec lui ou non. Pourquoi est-ce qu'on l'avait enlevé? Parce qu'en fait, en ayant passé énormément de temps avec des utilisateurs de Blablacar, en ayant observé précisément comment est-ce qu'ils utilisent notre application, on s'était rendu compte que les avis étaient très importants, mais pas sur cet écran-là. En fait, la manière dont la majorité des gens font une réservation, c'est qu'ils regardent tous les résultats et ils commencent un petit peu, mentalement, à définir un peu leurs préférences, à se dire, en fait, j'aimerais voyager avec Félix et puis peut-être un peu plus bas avec Sophie qui n'est pas là. Et une fois qu'ils ont fait cette première sélection-là, là, ils vont aller dans le détail de Félix et de Sophie et là, ils vont regarder leurs avis. Donc en fait, c'est sur l'écran d'après, quand ils vont cliquer sur le trajet de Félix ou sur le trajet de Sophie, qu'ils voudront avoir cette information-là. Mais elle ne leur sert pas à faire un premier filtre. Le premier filtre, il est fait sur l'heure, la proximité, le prix. C'est ça le premier filtre qui est appliqué. Donc les avis, c'est pas vrai que c'est fondamental de les avoir sur cet écran-là. Mais ce que je vous dis, c'est un raisonnement, ça serait extrêmement facile de défendre un raisonnement inverse. Donc dans ce cas-là, quand on a un doute, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a un débat en interne. Est-ce qu'il faudrait afficher les avis ou pas? Moi, je vais dire quelque chose, quelqu'un d'autre va dire la chose inverse. Comment est-ce qu'on fait quand on a un doute? La majorité du temps, pour les personnes les mieux intentionnées, on va se dire, mettons les avis sur cet écran-là, et puis posons la question à des utilisateurs. Je pense que c'est une erreur de faire comme ça. Je pense que c'est une erreur parce que dans ma vie, j'ai dû observer peut-être, je ne sais pas, 1000 tests utilisateurs, donc 1000 personnes, enfin 1000 séries de plutôt 4-5 personnes qui utilisaient une application. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire ce bout de l'interface-là, il ne m'est pas utile. Jamais, c'est jamais arrivé. Par contre, s'il manque quelque chose, là, les gens ils vont en parler. Donc, en fait, quand vous avez un doute sur la présence, sur la nécessité d'avoir un élément dans votre interface, enlevez-le. Si ça manque, vous le saurez. Parce que l'inverse n'est pas vrai. Si vous mettez quelque chose qui est inutile, personne ne va appeler votre service client pour vous en parler. Et donc, en fait, on a fait le test. On a fait la version... donc ça, c'est la version avec les avis, mais ce n'est pas celle qu'on a décidé de tester. Celle qu'on a décidé de tester, c'est celle qui est à gauche. Et donc, on a fait un test qualitatif et un test quantitatif. Le test qualitatif, c'est de mettre un prototype de cette version-là et d'observer est-ce que les gens arrivent à utiliser, d'où vient le nom, test d'utilisabilité, est-ce que les gens arrivent à utiliser notre application. Et on a observé ce qui se passait par rapport aux avis. En fait, il ne s'est absolument rien passé. Personne n'a rien remarqué. Personne n'a remarqué que les avis étaient absents de cet écran-là. Les avis, ils les ont vus. Ils les ont vus sur l'écran d'après. La deuxième chose, c'est qu'on a fait un test quantitatif, c'est-à-dire qu'on a fait un A/B test. On a comparé l'ancienne version de réservation, il y avait d'autres changements que ça, avec la nouvelle. Et en fait, on a amélioré la conversion de notre tunnel de commande. Gardez bien ça en tête. On a enlevé des éléments et on a amélioré la conversion. Je suis prêt à parier que la majorité des projets sur lesquels vous travaillez visent toujours à faire l'inverse. Vous voulez ajouter des choses pour améliorer les choses. Et il y a plein de fois où ça marche, bien évidemment. Mais en fait, je pense que c'est une erreur si aucun de vos projets ne vise à faire aussi parfois la technique inverse. Enlevez des choses pour voir ce qui se passe. Et des fois, vous allez envoyer des choses et vous allez vous planter. Ça, c'est possible. Et il y a des fois, vous allez vous rendre compte qu'il y a de la complexité dans votre produit, sur votre écran, qui ne sert à rien. Et non seulement qui ne sert à rien, mais en fait qui a un effet négatif. Pourquoi est-ce que ça peut avoir un effet négatif d'avoir trop de choses? C'est que dans la version dont je parlais avant, qu'on a vu où j'avais rajouté les icônes de proximité alors qu'il y avait du bruit de partout, mais elles étaient complètement invisibles. Donc potentiellement, une nouvelle fonctionnalité, elle aurait perdu tout son effet parce qu'il y avait trop de complexité sur l'écran. Et donc, je vous ai résumé un peu l'essence de ce que vous pouvez garder de cette conférence, à part la circonférence de la Terre. Premièrement, acceptez que la réalité soit complexe. Acceptez-le. Deuxièmement, ne l'évitez pas, et au contraire, combattez-la activement, peu importe quel que soit votre rôle ou votre niveau de responsabilité, et développez des armes de réduction massive. Je vous ai donné 3 exemples, mais honnêtement, ces exemples-là, c'est ceux que je crois comme étant les plus efficaces, mais je suis sûr et certain qu'il y en a plein d'autres. En tout cas, nous, chez Blablacar, on en utilise énormément que je n'ai pas développé aujourd'hui. Le focus fanatique, la technique de priorisation à 2 listes.
la revue de simplification avec le moyen mnémotechnique pour s'en souvenir qui est Horse, et les tests d'absence, que ce soit fait de manière quantitative ou qualitative. Si vous êtes intéressé par le sujet, il y a 2 livres qui ont profondément inspiré la manière dont je travaille et même la manière dont je vis à un niveau personnel. Il y en a un qui s'appelle Insanely Simple. L'objet de ce livre, c'est d'analyser la culture de simplicité qui existe chez Apple. Et c'est intéressant, évidemment, en termes d'enseignement, c'est aussi intéressant en termes d'évangélisation. Si vous avez besoin de trouver des arguments en interne, dans votre situation, dans votre organisation, pour convaincre des vertus de la simplification, Apple, ce n'est pas le pire exemple sur Terre, en termes de réussite. Donc ça, c'est un excellent livre pour ça. L'autre livre que j'ai découvert plus récemment, qui s'appelle Essentialisme, et celui-là, il a une approche très très différente, mais il vise à des conclusions très très similaires. Et donc c'est un livre. Le premier est très centré sur l'entreprise. Le deuxième livre, il y a aussi beaucoup de dimensions très personnelles. Je voudrais revenir une dernière fois sur les personnes qui ont des problèmes d'anxiété et qui cherchent le secret de la vie. Je fais partie de ces personnes-là. J'aurais dû lever la main. Et en fait, la technique Horse, moi je l'utilise énormément à titre personnel. De plein de manières, tout le temps. Je crois que ma réalité, elle est aussi complexe que la vôtre. La manière dont je l'utilise, ça c'est un exemple. Quand j'ai l'impression que je suis trop stressé, je vais lister tout ce qui m'inquiète, tout ce qui me stresse. Toutes les sources de stress, je vais les lister. Tous les trucs qui n'arrêtent pas de me tourner en tête parce que je n'ai pas le temps de bosser dessus, etc. Et après, je vais utiliser les techniques de simplification pour me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à standardiser là ? Standardiser dans le cas d'une personne, ça peut être, est-ce qu'il n'y a pas une habitude à créer autour de ça, par exemple ? Le fait de cacher quelque chose, ça peut être de prendre la décision de ne pas travailler sur un sujet ou sur un sujet et d'accepter ce choix-là. Et mon point, en fait, c'est qu'il n'y a rien de magique dans ces questions-là, enfin dans ces techniques-là, mais ce que j'ai découvert avec le temps, c'est qu'elles donnent un peu du grain à moudre, et je crois que avec le temps, le cerveau humain, il n'est pas forcément naturellement bon à faire émerger ces idées-là. Donc en fait, de le poser sur papier et puis d'essayer de les utiliser, ça permet de donner des idées qu'on n'a pas forcément spontanément. Et en tout cas, moi, à titre personnel, c'est quelque chose que je fais régulièrement et que je trouve extrêmement utile. Je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention. Et du coup, je crois qu'on va avoir du temps pour poser des questions, si vous en avez. Bonjour. J'aurais une question par rapport à l'histoire de la standardisation par rapport aux icônes. Vous parliez du fait de ne pas avoir des icônes de plusieurs couleurs différentes. Est-ce que ça va pas être dans certains cas? Est-ce qu'il y a quelque part où on retrouve les icônes différentes, avec les couleurs différentes également, ou est-ce que c'est entièrement enlevé? Et est-ce que d'enlever entièrement ça, le fait d'avoir les couleurs et le code couleur, ça va pas enlever un aspect d'accessibilité pour les personnes qui vont avoir du mal à analyser l'image qu'ils sont en train de voir? C'est une très bonne question. Donc, pour répondre à la question, les icônes en l'occurrence ont été standardisées en termes de couleurs dans toute l'interface, pas que sur cet écran-là. Et une des idées derrière, c'était précisément, on pensait que on voulait utiliser la couleur beaucoup plus fortement pour les autres icônes de proximité qu'on voulait rajouter. Et en fait, ça faisait un bruit visuel qui était très compliqué. Ceci dit, je crois que la question de standardisation est beaucoup plus importante que la réponse que nous on apporte. On pourra en débattre longuement, mais mon point fondamental, c'est de se poser la question, est-ce que je pourrais standardiser ? Ça, c'est vraiment la bonne question. En l'occurrence, nous, on a décidé de le faire, mais il y a d'autres éléments qu'on n'a pas forcément standardisés. Par exemple, on aurait pu se dire, tiens, on va essayer de standardiser la manière dont les photos sont prises. Et on pense que ce serait une erreur fondamentale, parce que c'est la personnalité des conducteurs qui est mise en avant et qui est dans l'essence du covoiturage. Donc, en l'occurrence, là, on a décidé de standardiser, et d'autres fois, on se pose la question, et la réponse, c'est non. Donc, il n'y a pas... toutes ces techniques-là sont d'excellentes questions,
Et je crois que c'est projet par projet, détail par détail, que le groupe qui travaille sur ces sujets-là va être amené à y répondre de la meilleure des manières. Il faudrait qu'on entre dans beaucoup plus de détails, y compris en termes d'accessibilité, pour justifier le choix qu'on a fait. Mais c'est vraiment la question, est-ce qu'il faut standardiser, qui est beaucoup plus intéressante, je crois, que la réponse que nous, on a apportée. Bonjour, Rémi Lacmèche, Renault Digital. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'écran que vous avez présenté sur l'application mobile où on voyait le trajet entre Londres et Manchester? Moi, j'avais une question sur l'aspect multicanal. Là, on voit que vous avez pas mal travaillé sur la partie application mobile. Moi, quand je vois l'écran de gauche, j'ai l'impression de voir un peu une déformation d'une WebView mobile. Est-ce que vous, dans le cadre de la simplification, vous avez gardé une cohérence d'ensemble sur l'ensemble des plateformes, à savoir vous avez appliqué de la simplification similaire avec la partie de droite aussi sur la partie web, ou est-ce que vous avez choisi d'avoir une expérience optimale sur chacune des plateformes, à savoir vous avez optimisé le web avec une certaine restitution et une autre expérience sur la partie mobile? Comment vous avez géré ces dualités d'usage et comment vous les avez appliquées en termes de process de simplification? Quand je suis arrivé chez Blackwar, les plateformes, donc en gros, nous on considère qu'on a 4 grandes plateformes. On a une application iOS, une application Android, une application desktop et une application mobile web, pour simplifier. Et à l'époque, ces 4 plateformes étaient radicalement différentes. Donc entre guillemets, on pourrait dire qu'elles étaient optimisées chacune d'entre elles pour leur canal. Moi, je crois que c'était une excuse en fait. Je crois qu'au contraire, elles étaient beaucoup plus différentes qu'elles n'avaient besoin de l'être. Donc, un des chantiers que moi j'ai choisi de prendre, c'était d'harmoniser énormément ces plateformes-là. À tel point qu'on a décidé, à cette époque-là, d'ignorer la conception desktop. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui était écran utilisé sur un ordinateur avec un grand écran, c'était pas notre souci. Nous, on était obsédés par les gens qui utilisent Blablacar sur leur téléphone mobile. Les chiffres d'utilisation de Blablacar nous donnaient largement raison par rapport à ça. Et deuxièmement, de ne faire aucune distinction entre une application native et la vue web mobile. Donc, ça veut dire que l'écran que vous voyez là, qui par ailleurs est le fruit d'un travail de création d'un design system assez élaboré, l'écran, en fait, à cette époque-là, quand on réfléchit à ça, ça n'a aucune importance si ça va être pour la version web mobile ou application. C'était exactement la même version qui a été réalisée. Et en fait, je pense que c'est intéressant la question parce qu'à l'époque où on a fait ça, je crois que c'était complètement la bonne approche. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on harmonise énormément de choses. Aujourd'hui, maintenant qu'on a fait ce travail d'harmonisation, on est en train de se poser la question, tiens, est-ce qu'il n'y a pas certains détails qui sont harmonisés à outrance et peut-être qu'il y a certaines distinctions qui devraient être appliquées. Mais à refaire, je ferai la même chose parce que, je le ferai dans cet ordre-là. Je crois que le risque à essayer d'optimiser pour une plateforme en particulier, c'est qu'en fait on le suroptimise et on finisse par avoir des interfaces extrêmement différentes. En tout cas, le coût d'évolution et de maintenance, il est colossal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin ou que ce n'est pas nécessaire d'avoir des ajustements par plateforme, mais je pense que c'est à user avec parcimonie. Et en tout cas, il y a un risque à trop tirer cette carte-là. Non, en fait, pour iOS, c'est un peu différent. Pour Android, c'est pas exactement pareil, etc. Dans le web, les conventions sont différentes. En tout cas, nous, le parti qu'on a pris à l'époque et qui est encore... qui sous-tend la majorité de notre travail de réflexion de design, il est de commencer par réfléchir à... En fait, quand on réfléchit à l'utilisateur avant de commencer à réfléchir à la plateforme, on se rend compte que en fait, 100% des choix, ou les 95% des choix, devraient être exactement les mêmes. Et puis après, la contrainte qu'on a, la personne n'a pas une application mobile sur ton téléphone, ça peut avoir un impact sur certains détails. Mais à mon goût, c'est plutôt des détails. C'est pas la majorité de la réflexion qu'on va avoir sur un écran comme ça. Tous les exemples que j'ai donnés, le fait qu'il y ait les avis ou pas, le fait qu'on affiche les alertes plus bas que les résultats, tout ça n'a vraiment rien à voir avec la plateforme qui est utilisée, à mon sens. Je suis d'accord, merci pour la réponse. Mais par exemple, si on reprend les avis,
Si on prend l'écran de droite et qu'on le met sur un desktop, on peut imaginer que l'écran de droite, il ferait entre guillemets un peu vide, puisqu'on a peu d'informations, et là on pourrait potentiellement un peu plus peupler cet écran. Donc potentiellement sur le web, pourquoi pas mettre les avis sur la partie de droite. Oui. C'est pas des choses auxquelles vous avez justement réfléchi, vous avez gardé ce minimum d'informations disponibles, même sur la version web. C'est le choix qu'on a fait et qu'on est en train de questionner en ce moment. Là, c'est vraiment exactement le niveau de priorisation dont je parlais tout à l'heure. Se dire quels sont les détails qui devraient être différents d'une plateforme à l'autre. Pendant très longtemps, ça a été sur la liste choses à éviter à tout prix. Maintenant qu'on a fait ce travail-là, et maintenant que les plateformes sont, et d'ailleurs pas complètement, mais très majoritairement uniformes, on commence à se dire, tiens, ce niveau de subtilité-là, il est peut-être un petit peu intéressant. Et effectivement, on a eu des retours de personnes qui nous disaient que sur un écran desktop, c'est un petit peu vide. Après, encore une fois, les données d'usage montrent que l'utilisation du desktop pour les gens qui utilisent Blacka, il est extrêmement faible aussi en fait. Donc c'est un petit problème pour nous. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Je reprends la matrice Horse qui permet donc de prioriser, de cacher, de choisir, etc. Je vois bien comment l'articuler avec des retours utilisateurs et avec des priorisations d'usage. Est-ce que chez Blablacar, vous avez parfois, ça peut être des demandes métiers ou des demandes business qui vont dire « Oui, mais nous, on a besoin de pousser à cet endroit-là, cet écran-là, pour des critères qui ne sont pas purement utilisateurs ». Et auquel cas, est-ce que la matrice Horse, elle est partagée à un degré quasiment stratégique dans la boîte, ou est-ce que c'est plutôt le design qui s'en occupe ? Je pense que la matrice, elle s'applique dans toutes les situations, encore une fois sous forme de questions, pas sous forme de réponse. Un exemple typique, où on l'a utilisé récemment, c'était une contrainte juridique. Donc voilà, il y a dans un pays la loi qui change et il y a une obligation de faire apparaître telle mention légale. La manière dont effectivement l'équipe design va travailler, ça va être de poser ces questions-là et d'utiliser ces questions-là comme conversation avec le département juridique. En fait, le département juridique va venir avec une idée extrêmement précise de ce qu'on devrait faire en tant que designer, par exemple. Et le réflexe du designer, ça va être très bien, mais est-ce que cette mention-là, on pourrait la cacher sur cet écran-là ? Peut-être qu'elle a besoin d'apparaître, mais peut-être que sur la homepage et sur les autres pages, c'est pas nécessaire. Donc en fait, est-ce qu'on peut la cacher ? Est-ce qu'on peut, je sais pas, l'organiser ? Ça pourrait être de se dire, en fait, on a déjà d'autres mentions légales. Est-ce qu'on pourrait les grouper ensemble ? Et en fait, peut-être les cacher derrière un lien qui a accès à toutes les mentions légales. Le fait de le réduire, ça va être peut-être de questionner certains mots. Est-ce que tous les mots sont indispensables, ou en fait le mot-clé c'est celui-là, et puis ceux-là en fait on peut les dégager parce que ça c'était peut-être le meilleur brouillon qu'avait proposé l'équipe juridique, mais dans les faits, la contrainte juridique elle porte sur l'utilisation de tel mot. Donc voilà, c'est exactement la manière dont on va le travailler. Je crois que c'est un outil de designer, de conception, enfin toutes les personnes qui travaillent à la conception d'un produit. Et je crois que c'est extrêmement utile pour je ne sais pas si un département juridique a besoin de connaître ça, de comprendre ça. Par contre, de l'utiliser avec un département juridique qui est, en l'occurrence là, l'origine de la contrainte avec laquelle on doit travailler, ça par contre, je crois que c'est largement faisable. Et donc, ça s'applique à plein de situations où ça peut être dans le cadre d'entreprises qui travaillent plutôt dans le B2B, où il y a tel client qui nous impose de faire ça. Pareil, utilisons ce framework-là pour interroger cette demande-là. Mais en fait, est-ce que c'est cette demande-là ? J'en sais rien, moi, si on rajoute ça, est-ce qu'on pourrait éliminer ça ? Un autre élément, peut-être là, en l'occurrence, ce dont je parlais, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai parlé de toutes les choses qu'on a essayé de réduire, mais c'était parce qu'on introduisait une nouvelle information, et puis c'était de la bonne occasion pour remettre en question d'autres choses qui avaient été laissées par le passé, dont peut-être la priorité avait changé avec le temps. Donc ça peut... pour répondre à votre question, oui, je crois qu'on peut l'utiliser, et encore une fois, sous forme de questions. C'est pour donner de nouvelles idées et pour s'assurer qu'on a regardé la complexité par tous les angles, parce que je crois que si on n'utilise pas ça, en fait, on va tendance un peu à accepter la complexité en bloc, alors qu'il y avait sûrement, dans toute situation, il y a sûrement un moyen d'en enlever un petit bout. Et si chaque personne fait ça, à la fin, la somme de ça, elle est colossale en termes d'impact de simplicité. On va faire une dernière question. Et après, si jamais vous voulez retrouver Rémi sur la suite, vous pouvez le retrouver dans une demi-heure au Salon des conférenciers.
Bonjour, merci d'avoir partagé cette réflexion avec nous, c'est intéressant. Et du coup, je me demandais, tant personnellement vis-à-vis de ce que vous avez ressenti, et vis-à-vis de vos collègues, et pour le coup de votre famille, puisque vous l'appliquez apparemment dans votre vie personnelle. Donc qu'est-ce que vous avez... est-ce qu'il y a eu un avant, un après? J'imagine que oui. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti, donc vous personnellement, et puis chez les autres, qu'est-ce que ça a changé en termes de comportement, en termes de je sais pas, de stress, d'organisation, enfin voilà, les impacts. La première réponse qui me vient, c'est que c'est un processus de simplification. C'est douloureux. Et de le savoir, ça aide en fait, parce que du coup, on n'est pas surpris quand ça arrive. Mais c'est vraiment extrêmement douloureux. Je crois que c'est difficile. Le problème, ce qu'on appelle la malédiction de la simplicité, c'est que si vous faites bien votre travail, tout le travail que vous avez fait sera invisible. Quand vous créez quelque chose dont le résultat final est complètement intuitif, par définition, c'est impossible d'imaginer qu'on aurait pu faire autre chose. Donc ça, c'est horrible en fait. Ça veut dire que quand vous faites quelque chose de simple, par définition, 100% des gens ignoreront tout le travail et toutes les larmes et les sueurs qu'il vous a fallu pour arriver là. Pourquoi je dis que c'est une malédiction? C'est que du coup, on n'observe jamais, on voit jamais ce travail en fait. Ce travail, ce dur labeur, on ne le voit pas. Et donc, dès que ça commence à être un peu difficile dans un processus de simplification, on se dit peut-être que je ne suis pas dans la bonne direction, parce que si c'était si simple que ça ne serait pas aussi difficile. Je reviens sur le vocabulaire guerrier que j'utilise. Il est provocateur pour passer ce message-là. Je crois que c'est difficile, un processus de simplification. En revanche, quand on y arrive, je crois que ça libère et que ça fait émerger des choses incroyables. Je vais vous donner un exemple. Donc, le bouquin dont je parlais, Essentialisme, il force à se poser des questions, là pour le coup, très personnelles, sur ce qui est important pour vous. Le grand message du livre, c'est il y a quelque chose qui sont importantes pour vous, quelque chose qui sont peut-être l'essence de votre vie, et le reste, il faut tout faire pour s'en libérer. Et parmi d'autres choses, ce livre-là, ce message-là, il m'amène, là, dans les 3 prochains jours, à passer un week-end avec ma maman. C'est la première fois de ma vie, en tout cas de ce que je me souviens, que je vais passer un week-end avec ma maman, juste elle et moi, parce que je crois que c'est extrêmement important. Et que le quotidien, il m'amène jamais cette occasion-là. Et on verra dans 3 jours, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup d'espoir dans ce week-end-là, et pour être honnête, j'ai une excellente relation avec ma mère, et donc il n'y a pas de conflit à régler ou de relation à accommoder. C'est quelqu'un d'important dans ma vie, mais avec qui je passe pas assez de temps, et ça c'est précieux, je crois, ces moments-là. Mais là, je parle d'une chose extrêmement personnelle, mais en fait, ça s'applique aussi dans le travail. Le résultat vaut le coup, de plein de manières. Organiser ce week-end, ça a été compliqué. Voilà. En tout cas, le chemin est difficile et le résultat vaut le coup. Voilà. Je pense que c'est une bonne manière de conclure. Merci à tous. Merci.